Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la ville de Basse-Terre avec le maire André Atala qui aura à charge de pouvoir vous parler de la ville, mais notamment sur des points particuliers. Et puis, cette émission, c'est la vôtre. J'espère que beaucoup de Basse-Terriens auront à regarder cette émission et à pouvoir certainement revoir le maire, l'interroger ou revenir sur les incompréhensions. André Atala, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à Canal 10, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, donc c'est vrai que vous êtes le maire de la ville de Basse-Terre, mais vous êtes aussi médecin. Et j'aimerais bien récupérer cette casquette en entrée d'émission sur plusieurs points, puisque la santé est au cœur des débats des Guadeloupéens. Alors, au mois de novembre dernier, il y a eu donc cette certification de la Haute Autorité de Santé disant que le CHU de Guadeloupe, donc d'ailleurs avait obtenu cette certification, mais avait obtenu une note globale de 89,6%. Une très bonne note, on dira. Alors, une note qui a étonné plus d'un, on va le dire. Mais est-ce que vous comprenez cela ? Alors, j'étais aux côtés du directeur de l'ARS lorsqu'on a présenté effectivement les résultats de cette certification. C'est un bon résultat, c'est une bonne nouvelle pour le vaisseau amiral du système de santé de la Guadeloupe, qui en septembre 2024 va bénéficier de très bel établissement. Ça va être l'un des plus beaux établissements de la Guadeloupe, on en est fiers. Mais également d'autres établissements ont été certifiés, d'autres vont l'être, puisque je pense par exemple au centre hospitalier de Basse-Terre, qui a eu sa certification en octobre. Je ne vais pas dévoiler le résultat, mais les résultats sont plutôt bons, voire très bons. Meilleurs que le CHU ? Alors, ce n'est pas une question de meilleur, c'est un cahier des charges qu'il faut remplir. Vous avez un cahier de charges à remplir, il y a une liste de recommandations qui sont prévues quand vous avez ces certifications. Et c'est vrai que c'est un gros travail en amont, parce qu'il faut préparer cette certification, qualité des dossiers, les médicaments, le circuit des médicaments, est-ce que le médecin informe suffisamment le patient du geste, de l'opération qui va être faite. Il faut le prouver. Et donc, je prends un exemple, je mets en place des pacemakers, quand on avait été certifié à l'époque, est-ce que vous informez le patient du geste qui va être fait, des risques? Alors on dit oui, mais il faut le prouver. Et si dans le dossier, ça n'apparaît pas, il considère que vous n'avez pas informé votre patient. Donc nous avons mis un système informatique qui fait qu'obligatoirement, dès qu'on ouvre le dossier, on est obligé de passer par cette première phase qui est information du patient, signature. Et lorsque la certification a lieu, on voit que informer le patient figure vraiment dans le dossier. Et la note était laquelle ? Alors la note va sortir pour CHBT. Le CHBT est certifié, tout comme le CHU, donc les deux plus gros vaisseaux. Il n'y a pas de mystère sur la note. Voilà. Il n'y a pas de mystère sur la note, mais c'est surtout la certification et puis les recommandations. La certification, il faut l'apercevoir comme une source d'amélioration. Lorsqu'on vous dit, sur tel niveau, vous êtes bon, mais là, vous pouvez vous améliorer, vous organiser pour motiver l'équipe, pour pouvoir dire, vous voyez, on n'a pas été mauvais là, mais on peut faire mieux, travaillons à essayer d'être dans l'excellence. Mais lorsqu'on voit les comparatifs avec, par exemple, l'hôpital de Martinique, de la montagne de Martinique, c'est vrai qu'on sent que le CHU est bon, très bon sur certaines choses, un peu moins en Martinique, sur la même, par exemple, quand on parle de chirurgie cardiaque, etc., vous en connaissez quelque chose. Quand on parle aussi de chirurgie de la main, donc on sait que en Martinique, ils sont très bons, un peu moins au CHU de Guadeloupe pour la main. Donc, c'est vrai que ça peut varier sur les pathologies. Maintenant, les Guadeloupéens s'attachent réellement aux notes, puisque je sais que quand la note est sortie pour le CHU, beaucoup de Guadeloupéens ont été époustouflés, ils ont dit 89,6%. Mais c'est une excellente note. Donc c'est vrai, c'est pour ça que j'ai insisté pour vous poser la question sur la note du CHBT pour tous ceux qui sont sur la Basse-Terre. Tout à fait. Ce qu'on essaie de développer maintenant, c'est ce qu'on appelle la coopération à travers le groupement hospitalier territorial. Il faut considérer maintenant qu'il y a un gros hôpital en Guadeloupe, un gros hôpital sur plusieurs sites, avec le vaisseau amiral qui est le CHU. Et on fait la coopération également avec la Martinique, de façon à travailler en coopération. La chirurgie cardiaque, elle dessert Martinique, Guadeloupe, Guyane.
on ne va pas demain mettre un service de chirurgie cardiaque en Guadeloupe, c'est complètement aberrant. Alors c'est vrai que longtemps, c'est bien, André Atala, que vous puissiez le préciser, parce que pendant longtemps, on a cru qu'il fallait, sur chaque territoire, avoir toutes les spécialités, donc toutes les chirurgies, pour que ça puisse bien fonctionner. Aujourd'hui, c'est vraiment une coopération entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Tout à fait. Et même, je vais même plus loin, on commence à faire de la coopération avec la Caraïbe. Il y a certaines spécialités où la Caraïbe, Antigua, la Dominique, Saint-Martin, bon, c'est le même. On a vu même Cuba. Voilà. On va collaborer avec des missions, des consultations avancées. Il faut qu'on travaille la complémentarité. Si on veut être performant, par exemple, actuellement, l'organisation de la cardiologie, vous avez toute la partie rythmologie, stimulateur cardiaque, mort subite, défibrillateur cardiaque, c'est à Basse-Terre. Toute la partie coronarographie, c'est-à-dire déboucher les artères du cœur, ce qu'on appelle le plombier cardiologue, il est au CHU. L'électricien cardiologue, il est au CHBT. La réadaptation cardiaque est à Basse-Terre. La chirurgie cardiaque est en Martinique. La chirurgie urologique, du rein, transplantation, est en Guadeloupe. Il faut travailler cette complémentarité parce que si on veut tout faire, on fait mal. D'accord. Donc vraiment une coopération qui tend à prendre. Et pour cela, il faut une entente. Et vous dites que dans le milieu médical aujourd'hui, vraiment, vous êtes complémentaires et vous vous entendez bien. Tout à fait. En cardiologie, moi, j'ai rédigé la filière cardiologique, il y a maintenant plus d'1 an et demi, dans lequel Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, la Martinique est concernée. On travaille en complémentarité. Et lorsque nous allons faire des missions dans la Caraïbe, ça commence. On répartit un peu la charge de travail, de façon à ce ne soit pas un seul service qui aille dans la Caraïbe, parce que déjà nous sommes à un effectif un peu limité. Il nous faut, je dirais, travailler cette complémentarité. Et la Fédération hospitalière vient de valider une plateforme de proposition qui a été très très bien accueillie par la délégation interministérielle pour l'Outre-mer dans le domaine de la santé. J'ai été auditionné par les députés et sénateurs, on a vu le ministre des Outre-mer, on va rencontrer le ministre de la Santé. C'est une plateforme qui est crédible. Quand vous arrivez à Paris pour demander des moyens, si à chaque fois vous arrivez en disant « il me faut des sous, il me faut des sous, il me faut des sous », ça passe mal. Il faut crédibiliser le message que vous passez de manière à montrer qu'arrivé à Paris, le dossier, il est béton. Voilà. Donc, nous aurons l'occasion de faire une émission sur la santé. D'ailleurs, nous avons ici quelqu'un qui s'occupe de cette partie santé et qui vraiment a à cœur d'informer, de recevoir les médecins et le personnel de santé pour que la population soit bien informée sur la chose. Alors, comme on parle de santé, vous savez que l'année olympique, c'est 2024. Oui. À travers cette année olympique, le ministère des Sports, le ministère de la Santé a décidé de sensibiliser les gens, bien sûr à l'olympisme, c'est de la compétition, mais à la dimension sport-santé. C'est un domaine sur lequel je travaille depuis des années, les parcours sportifs. On a fait les parcours santé, les parcours santé. Il faut savoir, c'est une vraie catastrophe, que l'espérance de vie de nos enfants, si on continue comme ça, c'est un message assez impressionnant, risque de baisser malgré tous les progrès de la médecine. Nous avons fait des progrès à tous les niveaux. En cardiologie, en cancérologie, etc. Eh bien, à cause de la sédentarité, nous risquons d'avoir nos petits-enfants qui demain vont avoir leur espérance de vie qui va diminuer à cause de l'inactivité physique. Alors, c'est une projection sur plusieurs années. Pourquoi ? Parce que les gens bougent beaucoup moins. Maintenant, au jour où on parle aujourd'hui, la sédentarité tue plus que les accidents de la route. La sédentarité tue plus que la cigarette. Lorsqu'on s'est rendu compte, il y a quelques années, que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, vous savez, on fumait partout, dans les avions, on s'est rendu compte, on ne savait pas à l'époque que la cigarette était mauvaise. Quand on a eu les chiffres, on a décidé de bétonner, et donc il a été décidé de dire interdit de fumer dans les lieux publics, interdit de fumer dans les avions, etc. Et nous, cardiologues, nous avons vu le taux d'infarctus diminuer. Maintenant, nous n'avons plus d'excuses. Nous savons que la sédentarité, au même titre que le tabac il y a quelques années, est mauvais pour la santé. Donc on va profiter de ces Jeux Olympiques pour essayer de dire sensibiliser plus pour la santé. Il va y avoir le 27 avril 2024 une grande journée qu'on appelle pour une France qui bouge. Chaque région devra choisir un jour. Et nous avons déjà choisi le 27 avril où on va faire une grande manifestation, conférence et des manifestations sur le terrain pour sensibiliser sur l'aspect santé, sport, pour une France qui bouge. Et j'ai été proposé par le ministère pour être le coordonnateur de cette journée
qui s'appelle Pour une France qui bouge. Il y a le national qui va venir, il est possible que la ministre vienne, ou son bras droit, pour pouvoir sensibiliser chaque région. C'est pour ça qu'il a été demandé que cette journée ne soit pas la même selon les régions. Chaque région a choisi une date, et nous, ça sera, je l'annonce déjà, le 27 avril 2024. Et alors, l'ensemble des partenaires seront sollicités, les ligues, la région, la DRAGES, enfin l'ensemble des partenaires pour pouvoir faire cette conférence avec des référents nationaux et locaux qui interviendront. Grande conférence pour une France en forme, donc sport, santé, et des manifestations un peu partout dans les écoles avec les ligues pour sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique. Alors nous parlons de santé, nous parlons aussi de coopération, nous parlons de mission, ce qui me permet d'arriver sur un sujet très douloureux, mais nous ne pouvons continuer cette émission sans dire quelques mots de soutien à la famille de ces personnes qui ont perdu la vie dans le crash de cet avion qui partait des Saintes. Ces personnes qui étaient en mission, 5 personnes qui ont perdu la vie. André Atala, alors au-delà de dire quelques mots, vous avez connu certaines de ces personnes? Oui, tout à fait. Alors, c'est terrible. 5 personnes prennent l'avion un matin pour aller faire une mission sur le numérique à Marie-Galante, et du jour au lendemain, comme ça, en quelques minutes, c'est la catastrophe. Terrible pour la famille. Ce qui est aussi terrible, c'est qu'on n'a toujours pas récupéré les corps, et ça, pour faire le deuil, je crois que alors on espère que ça sera bientôt, puisqu'on sait que ça a bien avancé, et on espère qu'aujourd'hui, tout à fait. Ça sera. Alors c'est un domaine que je connais, puisque moi j'ai fait à l'époque mon service militaire au détachement de la gendarmerie de Biarritz, et on était spécialisé pour les noyades, c'est-à-dire que l'hélico était affecté pour les secours plages, pour les secours noyés, et donc c'est techniquement quelque chose d'assez compliqué, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'avion, la pression qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. Donc la stratégie consistera à enlever complètement l'avion, voilà, et ne pas essayer de sortir les corps pendant que l'avion est en bas, parce qu'on risque d'avoir une explosion. Donc c'est pour ça que techniquement c'est compliqué, et surtout que c'est à 40 mètres de profondeur, donc il y a des précautions à prendre. Mais on espère pour la famille que très rapidement ça sera fait. Moi j'ai bien connu M. Quilin quand j'étais conseiller régional à l'époque. J'ai le souvenir de quelqu'un d'une extrême, je dirais, quelqu'un de très affable, de très compétent, et surtout, c'est ce qui faisait sa qualité, quelqu'un qui savait écouter. Et c'est un défaut qu'on a actuellement en Guadeloupe, c'est qu'on pense tout savoir, parce qu'on est spécialisé dans son domaine, et qu'on ne sait pas écouter. Et c'est cette qualité que M. Quilin, que j'ai connu plus particulièrement, avait, compétence, mais le sens de l'écoute, et ça, je m'en souviens très bien. Oui. Voilà, maintenant, nous parlons de sujets qui mobilisent les Bastériens depuis un moment. Alors, il y a eu les travaux, et vous avez eu à expliquer pourquoi des travaux aux Bastériens. Et puis, il y a eu cette phase de stationnement dans la ville, et où vous avez eu aussi à expliquer. Alors, on sait que la population n'a toujours pas forcément bien intégré les tenants et les aboutissants. Certains n'ont peut-être pas encore compris aussi la ligne que vous avez choisie de dérouler, je dirais, pour faciliter la circulation dans la ville. Alors, que faut-il retenir concrètement de tout cela? Puisque rappelez-vous, quand il y a eu les parkings et qu'il fallait payer les places de parking, ça aussi, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, mais non, on ne peut pas payer, les commerçants se sont levés. Ce n'était pas vous qui étiez aux affaires lorsque ça a débuté, mais ça a continué. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment expliquer aux Bastériens qui vous écoutent les tenants et les aboutissants de cette affaire? Alors c'est sûr que dernièrement sur les réseaux sociaux, c'est un peu parti dans tous les sens. Chacun, exprime. Et moi j'aime bien au contraire que quand les gens expriment, je dirais, leur doléance. Et leur mécontentement. Tout à fait. Il faut savoir écouter. S'ils manifestent un mécontentement, c'est peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il y a un manque de pédagogie. Donc nous avons été sur le terrain, expliqué, nous avons eu l'occasion effectivement d'intervenir sur les ondes, et je perçois maintenant une vision différente de la part de ces administrés et de ces commerçants. Très rapidement. Je considère que l'attractivité en centre-ville est fondamentale. Je considère que le développement économique, c'est très important. Pourquoi? Parce que si la population continue à partir, si on n'a pas un développement économique, une attractivité qui est soutenue, les jeunes vont partir
en grande terre, à Paris, au Canada. Et donc, c'est bien beau de mettre en place de la culture, du sport, des halls, des sports et autres. Il faut que cette jeunesse reste, il faut que l'emploi soit renforcé, il faut soutenir le développement économique, même si ce n'est pas la mission de la collectivité municipale. Le développement économique, c'est les chambres des métiers, c'est la CCI, c'est la région, c'est la communauté d'agglo, mais nous sommes là pour soutenir. L'idée, c'est quoi? C'est de fluidifier la circulation en centre-ville et laisser le client trouver des places en centre-ville et faire en sorte que les commerçants, artisans, fonctionnaires garent en périphérie, avec un système de tuk-tuk électrique gratuit que nous mettons en place pour permettre aux gens de garer en périphérie et de laisser les places libres en centre-ville. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les gens ne le savent pas. Mais les tuk-tuk sont déjà en place. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, mais on ne le sait pas, les gens m'ont dit, on va mettre une affiche, on va mettre des banderoles, on va mettre maintenant ce qu'on appelle des panneaux numériques pour faire la pédagogie. Il faut savoir qu'à Basse-Terre, en centre-ville, ce qu'on appelle, lorsqu'on gare en voirie, en centre-ville, les 3/4 d'heure, première heure, sont gratuites. C'est-à-dire que lorsque vous payez 1 euro, vous pouvez garer 1h15. Donc ce qui gêne le citoyen, ce n'est pas de payer 1 euro et de rester 2 heures pratiquement en ville, c'est de trouver une place. Donc cette fluidification qu'on organise permet de libérer des places. Nous avons fait appel à un cabinet d'experts qui est venu. Ce cabinet d'experts nous a dit, ils sont venus pendant une semaine, ils ont contacté tout le monde, ils nous ont dit, on arrive à 8h moins le quart à Basse-Terre. À l'époque, il n'y a pas de place pour garer. Or, le client n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que le commerçant, l'artisan, le fonctionnaire a garé devant son commerce, devant, je dirais, son entreprise. Il faut qu'il accepte le principe de garer en périphérie. C'est difficile à se dire qu'on ne va pas mettre son véhicule juste à côté de son commerce. C'est une culture à obtenir petit à petit. Et si on arrive à fluidifier, à rendre plus agréable, il faut pouvoir déambuler en centre-ville et qu'on soit à l'aise, qu'on soit heureux d'y être. Et nous avons écouté les commerçants pour la fête des fins d'année. C'est un moment important sur le plan du développement économique des commerces. Fête de fin d'année, la Noël, jour de l'an. Nous allons, et donc je vous l'annonce, du 18 décembre jusqu'au 31 décembre, donc pendant 15 jours, mettre une gratuité totale dans le parking Horizon, le grand parking, vous savez, qui est du côté du boulevard, et également le parking Camp-Non, qui est du côté du Champ d'Arbaud. Gratuité totale. Ensuite, en centre-ville, nous allons mettre de la gratuité entre le 18 décembre et le 31 décembre, l'après-midi, entièrement. L'après-midi. Voilà, l'après-midi. Parce qu'il y a moins de monde l'après-midi, c'est aussi pour attirer un peu plus de monde. Sachant que pendant toute l'année, vous avez 3/4 d'heure de gratuité en parking centre-ville. Donc lorsqu'on fait de la pédagogie, qu'on explique ça, les gens finissent par dire « Ah, on n'avait pas perçu, mais peut-être vous auriez dû davantage communiquer ». Donc on va mettre des panneaux numériques qui expliqueront cette gratuité. Actuellement, en centre-ville, en année normale, c'est gratuit 3/4 d'heure. C'est gratuit entre midi et 2 pour permettre aux gens de rester manger à midi. Et c'est gratuit à partir de 16h. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, nous avons de bonnes idées, nous avons des projets qui sont cohérents avec une validation, avec les locaux, avec des experts, mais peut-être qu'il faut plus de pédagogie. Les gens me disent, mais ils savent que ça t'est gratuit 3/4 d'heure à Basse-Terre, si ils savent ça, voilà. Donc il n'y a pas eu suffisamment de communication selon vous. Tout à fait. On a commencé à le faire. Là, en moins de 48 heures, j'ai commencé un peu à aller sur le terrain pour expliquer cet aspect plus particulièrement. Et les mêmes personnes qui étaient les plus réticentes, qui trouvaient que la politique du stationnement n'était pas celle qu'il fallait mettre en place, finalement me disent, on a compris. Les personnes réticentes, c'était surtout les commerçants. Les commerçants, les administrés aussi qui viennent faire, qui viennent faire leurs courses, n'avaient peut-être pas cette information que c'était gratuit 3/4 d'heure. Vous payez 1 euro, je me répète un peu, vous payez 1 euro, vous pouvez rester 1 heure 3/4. Aucune ville de France et de Navarre ne fait ça. Donc paradoxalement, la politique, elle est plutôt attractive, mais il faut de la pédagogie. Entre midi et 2, c'est fermé. Après 16 heures, c'est fermé. Et pendant ces fêtes, toute l'après-midi, ça sera gratuit. Et toute la journée, ça sera gratuit sur les 2 grands parkings que nous avons. Alors, on connaît comment ça fonctionne. Les gens ont toujours tendance à vouloir se garer au centre-ville, mettre les véhicules au plus près. Alors, est-ce qu'il s'agira d'interdire le stationnement au centre-ville ou est-ce qu'il s'agira juste de sensibiliser et puis de regarder ce que ça donne? Alors, il faudra les sensibiliser. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait payant? Pourquoi est-ce qu'il y a une voiture qu'on appelle le LAPI qui passe? Alors les gens disent il y a une voiture qui est là pour verbaliser. La voiture ne passe pas tous les quarts d'heure pour verbaliser au maximum. La voiture est là pour persuader les gens de dire en centre-ville, vous venez garer pour faire des courses. Et après, vous libérez la place pour le prochain client. Et donc, en termes de développement économique, ça facilite cette fluidité. Et surtout, il faut payer. C'est ça, quand vous y êtes, il faut payer. Oui, mais si vous payez, quand vous allez faire des courses, vous allez acheter une robe. Bon, à moins que vous passiez beaucoup de temps pour essayer, mais
Ça arrive. En 1 heure, que 3 les quarts. femmes passent beaucoup de temps pour essayer. Oui, mais en 1 heure, 3 quarts, vous avez, en 2 heures, vous avez le temps de choisir votre robe, de l'acheter, de regagner votre voiture, vous avez payé 1 euro. Les mêmes personnes, quand ils vont à Bordeaux, Montpellier ou Limoges, ils acceptent de payer, et quand on est à Basse-Terre, on ne veut pas payer. Et pourtant, nous avons fait des tarifs qu'aucune ville de France et de Navarre ne fait. 1 euro, vous pouvez rester 1 heure, 3 quarts, pratiquement 2 heures à Basse-Terre pour 1 euro. Mais il faut libérer la place pour pouvoir permettre ce qu'on appelle un turnover, et c'est l'objectif de notre politique de stationnement. Donc, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que quand vous êtes resté 1 heure, 3 quarts, après, il faut pouvoir s'en aller. Alors, vous pouvez rester maximum 3 heures. Maximum. Maximum 3 heures. Oui. Après 3 heures, si votre voiture est toujours en centre-ville, vous avez une pénalité. Quand bien même vous auriez payé votre place. Le maximum, c'est 3h30. On ne veut pas que les gens passent 10 heures à garer leur voiture en centre-ville. Il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait un turnover. Donc, on est attractif au début, 3 quarts d'heure gratuit, 1 euro, vous restez pratiquement 2 heures, mais après, libérez la place pour qu'un autre client arrive et il y a un turnover, ce qui fait que sur une même place de parking, ce n'est pas une personne qui est venue, il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont successivement venues pendant la journée parce qu'il y a eu ce turnover. Et si vous devez garer au long cours, allez garer en périphérie avec des navettes électriques gratuites qui vous ramènent du centre-ville vers la périphérie. Alors, c'est vrai que ce stationnement à Basse-Terre, on a vu des tuk-tuk qui passent, on a l'impression que les gens ne se sont pas encore habitués à les prendre, etc. Mais je veux parler de Campenon. Vous avez cité le parking de Campenon qui a été rénové, oui, et où les gens peuvent se garer. Mais maintenant, on s'est rendu compte que des gens viennent, vous savez, au niveau du parking de l'ancien collège Campenon. C'est ça. Donc les gens ne payent pas et il y a un afflux de véhicules au niveau de ce parking-là. Alors est-ce que vous avez prévu de réguler les choses ou est-ce que vous vous dites, bon, alors, là aussi, on ne va pas se pencher dessus? Voilà, il faut qu'on fasse l'information, puisque suite à une petite vidéo qui a circulé, nous avons essayé effectivement de faire l'information, d'aller sur le terrain. Il faut savoir que devant Campenon, tout Campenon, entre le Champ d'Arbaud, Oui. Campenon, l'Archipel, pour descendre jusqu'à l'école de la musique vers la Gauloise, tout ce secteur est entièrement gratuit. Les gens ne le savent pas. C'est gratuit. Et là, le parking Campenon, nous avons décidé de le faire payant. Là aussi, en faisant des tarifs attractifs, les gens ne le savent peut-être pas aussi, le premier quart d'heure est gratuit. Demain, on peut tout à fait décider de dire, on va l'élargir à un quart d'heure. Parce qu'il y a quelques petits commerces tout autour, une épicerie, les gens, on peut envisager, en plus de la gratuité en voirie à Campenon, on peut envisager que dans le parking qui est enclos, de mettre une demi-heure de gratuité. Pour l'instant, c'est un quart d'heure. Et il faut savoir que ce parking est beaucoup fréquenté par l'Archipel, mais le soir, à partir de 18h, il est gratuit pour toutes les personnes qui viennent à l'Archipel, qui viennent au cinéma d'Arbaud. Il n'est pas payant 24 heures sur 24. Il est payant aux heures de travail. Et à partir de 16h30, 18h30, on lève les barrières et le parking est gratuit pour les personnes qui viennent au spectacle à l'Archipel et bientôt au cinéma d'Arbaud qui va rouvrir. Voilà. Donc, vous dites que vous y arriverez dans pas trop longtemps à faire, en tout cas, une prise de conscience de la part de votre population. Surtout une prise de conscience, surtout de la pédagogie, informer de la gratuité à tel niveau, informer du 3 quarts d'heure de gratuit, comme on l'a dit, informer davantage l'objet de notre dispositif. Le dispositif n'est pas là, contrairement à ce que certains pensent, pour essayer de faire le maximum de sous en pénalisant les gens. L'objectif n'est pas là. Moi, mon rêve, c'est que la voiture tuk-tuk, vous savez, la voiture, pardon, le LAPI qui passe, oui, qui voit les voitures mal stationnées et qui pénalise, mon idéal pour moi, c'est qu'elle ne verbalise personne parce que les gens ont respecté les horaires. Ce n'est pas essayer de faire des recettes en verbalisant les gens, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de fluidifier la circulation en centre-ville pour que le client... Les gens me disent, ça n'a pas qu'à gêner moi de payer 1 euro, mais pas à trouver place. Là, on leur dit, avec cette fluidité, puisque l'API va passer, si vous êtes garé plus de 3 heures, il va vous verbaliser, je gare, 1h30, je paie 1 euro, je fais mes courses, je repars. Et le commerçant qui doit rester 8 heures sur place, il ne se gare pas en centre-ville, il se gare en périphérie pour laisser le centre-ville fluide, pour attirer le client. Il n'est pas normal, à l'époque, quand on a commencé à aller positif, qu'à 8h moins le quart, alors que le client n'est toujours pas arrivé, qu'il n'y ait pas de place en centre-ville. C'est ce qui existait avant. Maintenant, vous commencez à trouver des places en centre-ville, il faut payer 1 euro pour 1h30,
3/4 d'heure gratuit, mais les permanents, ceux qui travaillent toute la journée, ben on leur demande de garer en périphérie et de laisser fluide le centre-ville pour dynamiser. Moi, je suis petit commerçant, je suis médecin, mais je sais ce que c'est. Je suis né à rue de la République. J'ai de la famille, j'ai des amis qui sont là. La réalité, je dirais, je la connais. Il faut permettre aux clients d'être à l'aise quand ils rentrent en centre-ville. Voilà, en espérant que votre population aura compris, et vous avez dit qu'il y aura une campagne de communication pour que les personnes soient informées. Merci André Atala d'être venu sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de vous retrouver en début d'année pour parler bilan et projet. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.